Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. On est ravis de vous accueillir sur ce BIC sur le thème de la vérité. Et on va parler ensemble aujourd'hui pour cet atelier de la décarbonation et de l'Europe qui s'engage pour la décarbonation. Je suis vraiment très heureux d'accueillir Anne-Clémence Barbier de Carbon Cutter, associée et consultante, Sébastien Maty, président de GA Smart Building, et Fabien Delafalise du ministère et qui est point de contact national pour l'Innovation Fund. On va essayer de parcourir ensemble l'idée de qu'est-ce qu'il y a autour de la décarbonation, quel est l'enjeu pour les entreprises françaises, se poser la question de est-ce que c'est encore vrai qu'aujourd'hui, dans les temps que l'on connaît, dans l'actualité qui est celle d'aujourd'hui, c'est encore stratégique pour les entreprises de se décarboner en Europe. Alors on va essayer de vérifier quelles sont les vérités ou de s'approcher un peu de la vérité des faits, la vérité physique, naturelle, scientifique avec Anne-Clémence. Ensuite, on va essayer de voir quelle est la vérité humaine, la vérité pour l'entreprise avec Sébastien qui apportera son témoignage d'entrepreneur engagé. Et avec Fabien, on se posera la question également de quelles sont les réalités un peu en Europe et quels outils et stratégies l'Europe se propose pour soutenir les entreprises qui vont finalement que vous développer des solutions, des green tech, des technologies de transition, des produits, des services qu'on utilise au quotidien en tant que citoyen sur cette planète on n'a pas de planète B pour l'instant et donc je suis ravi d'accueillir. Merci à tous d'être ici. On va donc avoir ces 3 temps et je vais laisser je vais poser des questions à nos intervenants et avant qu'ils prennent la parole, ils pourront se présenter plus en détail. Alors ma première question va s'adresser à Anne-Clémence. On a eu en 2019 une Europe qui a entériné le Green Deal avec une ambition de neutralité climatique en 2050, qui a décidé et entériné des objectifs de décarbonation à l'horizon 2030 et des objectifs intermédiaires qui sont en discussion à l'objectif 2040. On entend dans l'actualité beaucoup de... on voit aussi, comment dire, des efforts de simplification qui sont parfois comment dire, critiqués et perçus comme de la déréglementation. Alors je voudrais savoir, Anne-Clémence, quels sont les faits? Est-ce qu'on a vraiment une urgence climatique? Comment on peut réconcilier l'impératif de compétitivité qui est essentiel pour les entreprises et l'impératif de décarbonation? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces thématiques-là? Oui, vous m'entendez bien ou je parle plus fort? C'est bon? Bon, du coup, merci Ronan pour ces questions. Je vais essayer de répondre à tout. Donc, moi, je suis Anne-Clémence Barbier, associée du cabinet de conseil en transition écologique Carbon Cutter. Notre ambition chez Carbon Cutter, c'est de concrétiser et normer la transition écologique en accompagnant d'un côté des PME, ETI concrètement sur le terrain à se décarboner et de l'autre côté en accompagnant des institutions financières et publiques parce qu'elles ont la capacité de créer et de renforcer les normes en faveur de la transition environnementale. Donc, par rapport à tes questions, Ronan, le premier sujet, c'est est-ce qu'on a une urgence climatique? Parce que finalement, on peut en douter, vu effectivement les réactions qu'on a pu entendre ces derniers mois à différentes échelles. La réponse c'est oui, même si j'aime pas trop ce terme d'urgence, parce que finalement ça fait 10 ans qu'on parle d'urgence. Aujourd'hui, on a tendance à plus trop y croire. En réalité, on a véritablement un problème climatique. Je vais pas refaire ici toute l'histoire du dérèglement climatique, ni réexpliquer la science climatique et tout ça. Par contre, ce que je voulais faire, c'était rappeler peut-être 2-3 données pour bien faire le lien entre réchauffement climatique et impact économique au niveau des États, de l'Europe et des entreprises. Donc typiquement, on voit qu'on est déjà impacté à court terme, là, dès aujourd'hui, par le réchauffement climatique, puisque les catastrophes naturelles de cet été en France ont coûté environ 10 milliards d'euros, et c'est une estimation basse au niveau de la France. Quand on met en perspective ce chiffre de 10 milliards d'euros avec les 40 milliards d'euros qu'on cherche aujourd'hui pour le budget, ça pose question, et on se rend bien compte que dans les prochaines années, avec un réchauffement climatique qui va augmenter, on risque d'avoir de plus en plus de mal à boucler le budget si on ne s'attaque pas à ce sujet du réchauffement climatique. Et ensuite, à plus long terme, il y a un vrai lien entre réchauffement climatique et perte de PIB. On estime qu'à 2100, donc si on est sur une trajectoire de réchauffement d'environ 4 degrés, on perdrait à l'échelle mondiale 40% de PIB. Donc là, c'est pareil, 40% de PIB, à mettre en perspective avec ce qu'on a perdu pendant la crise Covid. Au niveau de la France, c'était 6% du PIB, avec des impacts énormes à l'époque, une grosse crise. 40%, c'est monstrueux en fait. 40%, on n'aura plus la même économie, on n'aura plus la même société. Donc voilà pourquoi en fait ce sujet, c'est un sujet qui doit toucher les entreprises et dont on doit se préoccuper dès maintenant. Après, la question, c'est effectivement aujourd'hui,
On voit qu'il y a beaucoup de discours, de retours en arrière à différents niveaux en France, en Europe. On peut légitimement se demander, ok, mais est-ce qu'on est en train de rater le coche de cette décarbonation ou pas? Alors là, j'ai plusieurs réponses, en fait, selon les échelles auxquelles on regarde le sujet. Si je prends par exemple le niveau français, pour moi, au niveau français, clairement, dans les derniers mois, là, on est en train de rater le coche. En gros, en France, jusqu'en 2023, on était plutôt bien au niveau de la décarbonation. On avait atteint notre budget carbone 2019-2023. On avait mis en place un secrétariat général à la planification écologique et on avait plutôt de l'espoir. En 2024, il y a plusieurs choses qui ont fait que ça a changé la situation. Bon, évidemment, il y a eu l'instabilité politique et derrière l'instabilité budgétaire qui a fait que les entreprises, en fait, aujourd'hui, sont très frileuses à investir parce que ce qu'elles demandent, c'est de la stabilité budgétaire. Alors, un bémol à ça, et je le vois auprès de mes clients, et d'ailleurs, je suis curieuse d'entendre aussi Sébastien sur le sujet, mais les entreprises, en réalité, qui avaient déjà commencé à se décarboner, elles ont continué sans se poser de questions, malgré l'instabilité budgétaire, parce qu'elles ont vu déjà les bénéfices que ça apportait. Celles qui se sont questionnées, c'est celles qui n'avaient pas encore commencé, parce qu'elles ne sont pas encore conscientes des bénéfices. Et du coup, par rapport à ça, hyper intéressée de ton avis là-dessus. Ensuite, l'autre sujet au niveau français, c'est que nos instances de gouvernance et de pilotage du sujet de la décarbonation sont un peu mises en pause en ce moment. On avait ce secrétariat général à la planification écologique qui, de fait, a perdu en influence et est un peu à l'arrêt aujourd'hui. Et la stratégie nationale bas carbone, qui est notre stratégie qui permet de définir notre trajectoire bas carbone jusqu'en 2050, devait être remise à jour l'année dernière. Elle n'a toujours pas été remise à jour. Donc on est un peu dans l'attente au niveau français. Après, si on regarde au niveau européen, ma vision, elle est un peu différente. Déjà, il y a des pays en Europe qui s'en sortent mieux que nous, et heureusement. Typiquement, ce matin, je lisais un article sur l'Espagne. L'Espagne, c'est un pays qui a pris complètement le contre-pied de la France sur ces sujets, qui continue à investir. Aujourd'hui, ils ont une croissance qui est 3 ou 4 fois supérieure à la nôtre, et ils visent la création de 500 000 emplois en lien avec la décarbonation d'ici à 2030. Donc on voit qu'ils ont fait un pari, et ce pari, il est en train d'être gagnant par rapport à nous. Et si on regarde au niveau de l'Europe en général, là, c'est un peu nuancé. Vous avez peut-être entendu parler des reculs qu'il y a eu récemment au niveau de l'Europe sur les reportings de durabilité environnementale. On parle de la CSRD, de la CS3D, de la taxonomie européenne. Donc, c'est des réglementations qui, du coup, vont concerner moins d'entreprises que ce qui était prévu à l'origine. C'est effectivement regrettable qu'on ait eu ce recul, puisque pour moi, c'était quelque chose qui avait le potentiel d'accélérer la décarbonation. En fait, le but de ces reportings environnementaux, c'était de permettre une meilleure transparence sur la performance environnementale des entreprises pour permettre aux financiers de réorienter leurs flux vers les entreprises les plus performantes et donc d'accélérer la décarbonation. Donc ça, effectivement, c'est préjudiciable pour moi pour la transition. En revanche, en parallèle de ça, le même jour, parce que ça fait partie de la même stratégie de simplification, comme tu le disais, mais aussi de renforcement de la compétitivité européenne, la Commission européenne a annoncé le pacte pour une industrie propre. Et ça, le pacte pour une industrie propre, c'est quand même la première fois en Europe qu'on va avoir une stratégie industrielle à l'échelle européenne, avec en son sein des vrais plans d'action par filière. Et c'est un peu ce qui nous manque aussi jusque-là, et c'est ce qui nous manque en France. Et également des fonds qui sont à court terme remobilisés en faveur de la décarbonation industrielle. Donc à la fin, moi en Europe, je suis plutôt positive et dans l'attente de voir ce qui va se passer dans les prochains mois et comment vont être déployées toutes ces mesures annoncées dans le pacte pour une industrie propre. Mais je crois encore qu'on puisse atteindre nos objectifs et permettre aux entreprises européennes à la fois de se décarboner et de renforcer leur compétitivité et leur résilience sur le territoire. Merci beaucoup Anne-Clémence pour ton témoignage. Et du coup, je propose que on a évoqué le rôle de ces conseils que tu promulgues aux entreprises. Et j'aimerais bien avoir la vision de Sébastien justement sur ta vérité en tant que chef d'entreprise. Que résonne la décarbonation pour toi? Comment tu vois, quelle est ta vision? Quelle est la vie de tes employés aussi liée à ces efforts? Et les défis éventuels que tu peux rencontrer dans la mise en œuvre de tes politiques? Ok, ça fait pas mal de questions. Bonjour à tous. Alors moi je donnerai la vérité peut-être, la vérité telle que je l'aperçois, mais en France, on travaille partiellement en Europe, donc je n'aurai pas de vérité européenne. Mais en tout cas, pour me présenter, donc moi je dirige un groupe qui s'appelle GA Smart Building, dont je suis le président, qui est un acteur de la promotion, de la construction, assez atypique. On est le champion français, le leader français de la construction et la rénovation dite hors site.
La construction hors site, ça consiste à fabriquer les immeubles, non pas de manière traditionnelle sur le chantier, mais de les fabriquer dans des usines. Et donc on va fabriquer beaucoup de composants de manière industrialisée, avec un haut niveau de qualité, avant de les transporter sur site, sur chantier, de les assembler de manière rapide, efficace. Et donc ça permet de faire des chantiers qui sont plus vertueux de plein de manières, en termes de coûts, en termes d'empreinte carbone, en termes de déchets, de trafic, etc. Donc un vrai levier de performance. Pourquoi on a la conviction que la construction hors site, c'est le futur de la construction? Parce qu'on est dans un secteur qui n'a pas fait sa révolution industrielle. Globalement, quand on regarde sur les 50 dernières années, toutes les industries manufacturières ont progressé en termes de productivité notamment et de performance, sauf le bâtiment qui lui a vu sa performance baisser sur les 50 dernières années. Et c'est vrai encore depuis qu'on a le digital pour nous aider. Donc on est dans un secteur, alors pourquoi on se parle de décarbonation? Pourquoi on est engagé dans la décarbonation? Parce qu'on est aussi, en plus d'être un secteur qui n'a pas fait d'efforts et qui n'a pas fait sa révolution industrielle, on est un secteur qui est parmi les plus émissifs, 40% des émissions de carbone, si on prend globalement l'immobilier, son utilisation, sa construction, etc. Et 30% également des consommations d'énergie. Donc on est dans un secteur qui est massif en termes de carbone. Donc on a la conviction qu'il y a des choses à faire. Alors le secteur est en mouvement. Il y a notamment l'apport de matériaux biosourcés qui permettent de décarboner la construction, mais c'est totalement insuffisant. Et on a la conviction qu'il faut transformer les modèles de construction. Et l'industrie est un moyen de le faire. Donc on avance sur ce sujet avec une conviction, c'est qu'on a des choses à faire à notre niveau, et puis on a aussi une filière à entraîner avec nous. Alors la décarbonation, si on va sur notre sujet, elle se fait dans un contexte effectivement actuellement où il y a un mouvement de recul. Que ce soit sur les enjeux de RSE, hein, tu as parlé d'omnibus et du retour en arrière sur l'obligation au niveau de la CSRD. C'est vrai aussi sur la réglementation dans le bâtiment. La RE 2020, aujourd'hui, elle est questionnée. Elle a donné des seuils en 25, en 28, en 30. Et aujourd'hui, alors qu'on a franchi seulement le premier seuil, on est en train de déjà dire le deuxième seuil, il va être difficile, donc on va l'atténuer. On a la conviction qu'il ne faut pas le faire, donc on l'exprime, on prend la parole pour dire que c'est un mouvement qu'il ne faut pas stopper, qu'il ne faut pas arrêter, avec la conviction que la décarbonation, c'est un levier de bénéfice pour beaucoup. Et notamment pour nos clients, donc il y a, au niveau de l'entreprise, pour nos clients, quelques exemples. Donc nous, on essaie de décarboner au maximum nos opérations. Notre siège social dans lequel on s'est installé, qui a forcément valeur d'exemple et qu'on a livré l'année dernière, lui, il est déjà en cohérence avec les objectifs du décret tertiaire horizon 2050 en termes de consommation. Donc on a anticipé effectivement ces courbes assez drastiques. On a livré en début d'année une opération à Stellantis, une très grosse opération, un campus tertiaire de 40 000 m² en Ile-de-France. C'est une opération qui bénéficie d'un engagement neutralité carbone en exploitation. Et c'est aussi une opération qui, sur la certification E+C- qui mesure l'énergie et le carbone, c'était le précurseur de la RE, de la réglementation actuelle. On est au max sur les deux, E3, C2, on est au max, on ne peut pas faire mieux. Et on a un client du coup qui vit dans un immeuble qui est confortable et qui remplit ses objectifs en termes de carbone et d'énergie et de coût également. Et puis on a livré également une foncière qui s'appelle Paref, une foncière française, un immeuble dans Paris qu'on a rénové pour eux, qui a obtenu un score au GRESB. Alors c'est le Global Real Estate Rating Benchmark, qui donne les notes en termes de ESG des immeubles pour les investisseurs financiers. On est à 97% sur 100. Et donc il a un patrimoine, il se constitue un patrimoine qui est reconnu en termes de valeur environnementale. Donc il y a des bénéfices, il y a des freins importants, une inertie culturelle en fait pour construire hors site, il faut changer les manières de faire, il faut transformer les manières de la filière. On est engagé dans ce domaine et notamment on est membre fondateur d'une association qui s'appelle l'association Filière Hors Site France, qui réunit les gens qui sont convaincus et qui donne une impulsion au secteur. Et donc on participe à une dynamique pour que des industriels investissent. Et on a plein de maîtres d'ouvrage et des grands maîtres d'ouvrage, des bailleurs sociaux, des grands aménageurs français qui sont embarqués parce qu'ils ont la conviction qu'il faut transformer le modèle de la construction. Et puis, je le disais, dans les freins, il y a également l'incertitude réglementaire. Est-ce que j'y vais pas, finalement, c'est pas obligatoire. Et donc, les entreprises se posent la question. Nous, on assume une posture militante.
On a un secteur qui ne peut pas se passer de ça, d'une part, parce qu'il y a une responsabilité en termes d'impact carbone. Et puis, donc, il y a une responsabilité des entreprises. Et puis, on a la conviction que c'est bon pour notre business. C'est bon pour notre business et pas que pour notre business. C'est bon pour notre entreprise qui est plus solide, qui est plus pérenne, qui s'inscrit dans des objectifs qui donnent du sens également aux collaborateurs. Donc, c'est bon pour les collaborateurs qui s'investissent, qui sont engagés, qui sont passionnés. C'est bon pour nos clients, je le disais tout à l'heure, hein, ça permet aussi d'alléger leur charge d'exploitation, ça permet de répondre à leurs objectifs environnementaux individuels, ça permet d'avoir des produits aussi qui s'adaptent dans le temps. On est sur l'atténuation, mais également sur l'adaptation au changement climatique. C'est bon pour les territoires. Sur les territoires, ça donne de l'emploi, ça donne des filières, ça donne d'une dynamique, ça donne également du sens et de l'envie pour les citoyens de s'implanter dans les territoires. Donc la décarbonation, c'est bon pour nous. On en a la conviction. Et je terminerai par une petite conclusion en rapport avec ce qu'on vit ici, hein, la vérité. La vérité de notre secteur, c'est qu'il doit se transformer. Il a besoin de se transformer. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, celui-là, je le vis et je le sais. Voilà, et la vérité de la décarbonation, c'est que ça nous fait du bien et que du coup, on en a besoin. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Donc, je comprends qu'effectivement, comme le disait Nicolas, ce matin, vous êtes confronté en tant qu'entreprise à la réalité du business et donc des résultats et de la performance. Et ce que tu dis, c'est que quand bien même on est convaincu, eh ben, on est doublement convaincu parce qu'en fait, même en termes la réalité opérationnelle et financière presque fait que c'est bon de décarboner, d'entreprendre des actions pour décarboner. Alors bon, vous êtes convaincu, Sébastien, tu es convaincu, Anne-Clémence, tu conseilles les entreprises aussi, donc j'imagine que tu fais preuve peut-être de plus en plus de pédagogie actuellement, mais du côté de l'Union européenne, qu'est-ce que l'Europe du coup fait pour ça, y compris pour ceux qui sont un peu moins convaincus, ou en tout cas pour inciter les entreprises à engager des actions de décarbonation? Est-ce que tu peux nous dire un mot, Fabien, sur ce que proposent les outils, la boîte à outils que propose l'Union européenne, éventuellement un mot sur la stratégie, ces outils, et puis peut-être nous donner des exemples d'actions concrètes que mène l'Union européenne en faveur des entreprises qui souhaitent se décarboner? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Fabien Delafalise, donc je suis coordinateur innovation, donc je m'occupe de la recherche, du développement, de l'innovation à la Direction générale de l'énergie et du climat, rattachée au ministère de l'énergie et de l'industrie, donc à Bercy. Le rôle, donc, c'est de coordonner donc, ces travaux sur plusieurs dispositifs, à la fois les dispositifs nationaux et également internationaux au niveau européen. Donc merci pour la question, c'est une question très intéressante. Tout d'abord, il faut noter que l'Europe, bien sûr, elle est engagée, comme l'a évoqué Clémence tout à l'heure. Il y a des plans, il y a le Green Deal, le Clean Industry Deal, et ça se traduit par la mise en œuvre de plusieurs dispositifs de soutien. Aujourd'hui, donc moi, je vais vous présenter essentiellement l'Innovation Fund, et je vais vous présenter une petite cartographie des dispositifs de soutien qui sont intéressants pour les industriels qui souhaitent se décarboner, que j'ai mis ici. Donc tout d'abord, l'Europe déploie des dispositifs qui se veulent pérennes, stables, pour apporter de la visibilité et donc de la visibilité aux industriels. C'est quelque chose de très important, donc d'une année à l'autre. Nous, en tout cas, en tant que représentants français dans le programme Innovation Fund, on souhaite absolument que les critères, que le dispositif soit le plus stable possible pour apporter cette visibilité pour les industriels qui souhaitent se décarboner. Je vais évoquer l'Innovation Fund qui me semble un dispositif attrayant et très intéressant pour les industriels français. Et donc, c'est un dispositif qui va accompagner, qui va soutenir le déploiement aux industriels innovants bas carbone. Donc il est éligible sur plusieurs secteurs, donc les énergies renouvelables, l'industrie, le résidentiel, donc intéressant avec ce qu'avait évoqué Sébastien à l'instant, le transport routier, maritime et aérien. À noter, le ferroviaire n'est pas inclus, ce qui n'empêche pas de développer des projets de process industriels dans le ferroviaire. Ce serait éligible, puisqu'on se raccrocherait à la brique industrie. Donc la production de trains à hydrogène, c'est éligible si on le raccroche au secteur industriel. Alors, comment ça fonctionne l'Innovation Fund? C'est des appels à projets où cette année, il va y avoir également des enchères
pour la production d'hydrogène bas carbone. Donc ça, c'est une nouveauté, hein. Avant, c'était sur la production d'hydrogène renouvelable. Là, cette année, ce sera hydrogène bas carbone. Et également, prochainement, une enchère sur la chaleur. Ça contribue au financement. Alors, l'appel à projet contribue au financement des CAPEX ainsi que des OPEX, jusqu'à 60% des coûts éligibles. Donc ça, c'est ce qui en fait quelque chose d'assez attrayant. C'est un soutien en 100% de subvention. Pas d'avance remboursable. Et pour y aller, contrairement à d'autres dispositifs européens, je pense à Horizon Europe, on peut y aller seul. Pas besoin de créer un consortium avec plusieurs pays. Non. Un seul porteur peut déposer un projet à l'Innovation Fund. Et je vous ai apporté une petite cartographie des lauréats. Donc on a des lauréats, on en a pas mal en France, hein, des lauréats, une trentaine ou une trentaine de sociétés lauréates. Donc dans la mobilité, avec le projet par exemple porté par le projet Hermès porté par Aura Aero, un avion hybride, ils ont capté 95 millions d'euros. Le projet Swap to Zero porté par Ponant, donc c'est un développement d'un navire de luxe, hein, d'une croisière. Donc le luxe aussi est éligible, hein, où ils ont capté 40 millions d'euros. Dans les énergies renouvelables, le projet de TSE, projet d'agrivoltaïsme, plus modeste, ils ont capté 3 millions d'euros. Sur les énergies, également sur les stockages de réseau, le projet Mitiga porté par Ecotech, ils ont capté 4 millions, etc. Peut-être un projet intéressant sur la décarbonation de l'industrie, comme c'est le thème aujourd'hui de notre table ronde. Projet de déploiement d'une technologie de capture de CO2 sur une cimenterie. Ils ont capté, c'était le projet CarboClear Tech porté par Lafarge. Ils ont capté 120 millions d'euros de subventions. Et puis Gallicam, par exemple, le projet Gallicam, où ils ont capté 143 millions d'euros. Voilà, donc à l'Innovation Fund, on peut capter des gros montants de subventions. Je vous ai mis ici également la liste, le QR code pour avoir la liste de l'ensemble des lauréats européens. C'est assez récent, ça peut vous donner des exemples. Et donc, voilà, je pense que je peux relaisser la parole. Ouais, on est dans les temps. Merci, on est tout à fait dans les temps. Merci Fabien. J'ai une petite question aussi. Là, on voit il y a quelques projets qui sont de taille très significative. Qu'est-ce que pour les entreprises de plus petite taille ou pour des projets d'envergure un petit peu, de montant en tout cas d'investissement un peu inférieur, on peut proposer aux entrepreneurs qui sont là? Demain, on rentre dans l'entreprise. Qu'est-ce que concrètement je peux faire, moi, entrepreneur? J'ai une idée, j'ai un projet, j'ai une envie, peut-être simplement. Commençons par l'envie, ce que disent les tripes, évidemment. J'aimerais bien contribuer et décarboner les activités de mon entreprise. Est-ce qu'il y a des outils, alors pas forcément européens, mais à notre niveau? Que peut-on dire aux entrepreneurs qui nous écoutent là? Bonnes idées pour demain, par exemple. Oui, c'est une très bonne question. Tout d'abord, pour aller dans ces dispositifs, notamment l'Innovation Fund, il faut que ça décarbone. Donc identifier les projets que vous avez dans votre entreprise qui permettent de décarboner. Ça peut être un process industriel. Il faut que ça soit suffisamment innovant. Attention à l'innovation. Nous, on pense toujours innovation technologique, mais il y a aussi une innovation organisationnelle, une organisation financière. Et ça peut aussi être quelque chose d'innovant. En gros, il faut se poser la question, est-ce que ma technologie, elle existe déjà en France, en Europe? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des verrous à lever, des verrous technologiques, des verrous organisationnels ou financiers. Je prends l'exemple de l'efficacité énergétique. Il n'y a pas d'innovation. On sait s'isoler et pourtant, il y a un grand nombre de bâtiments qui ont du mal à être isolés. Il y a des verrous organisationnels, il y a des AG, des syndics de copropriété, etc. Ça pose des difficultés, de nombreuses difficultés. Et les dispositifs européens, certains sont là pour les lever. Donc, je pense notamment au dispositif LIFE, qui permet d'accompagner ce genre de déploiement de technologies qui sont matures dans les territoires et qui vont qui vont essayer de lever des verrous organisationnels. Pour répondre à la pratique, d'un point de vue pratique, premièrement, est-ce que le projet décarbone? Oui. Est-ce que je suis une PME? Si vous êtes une PME et que le projet décarbone, allez voir le DIAG Europe de BPI. C'est un accompagnement qui permet de soutenir jusqu'à 10 000 euros le montage de projets dans les dispositifs européens pour les PME. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, vous allez cibler avec BPI les bureaux d'études qui vont bien,
les dispositifs, les instruments de la Commission européenne, là où vous aurez le plus de chances de succès. Et donc si ça tombe sur l'Innovation Fund, on refera un point ensemble. Côté Bercy, on est avec la DGE, la DGEC, on accueille régulièrement les porteurs de projets, on fait un point avec les porteurs de projets pour identifier les points forts, les faiblesses des projets, pour apporter de la robustesse. Et par ailleurs, également, ce qui peut être intéressant, je reviens sur l'autre slide, c'est fastidieux de monter un dossier à l'Innovation Fund ou dans un dispositif européen. C'est compliqué, c'est dur. Donc là, pareil, on a développé une stratégie pour capitaliser sur le temps de montage des dossiers. Quand on monte un dossier à l'Europe, il s'agit de le remodeler, de le remettre en forme pour le redéposer dans d'autres dispositifs européens. Si on dépose à l'Innovation Fund pour une PME, l'EIC Accelerator est également possible. Donc ça, c'est intéressant. L'EIC Accelerator attaché à Horizon Europe, dont BPI et PCN, maintenant, point de contact national, pourra également vous aider dans le montage de dossiers. Donc voilà, il y a des articulations à trouver entre les guichets européens. Quand on monte un dossier, il faut savoir le recycler, le remodeler au bon guichet pour maximiser les chances de succès. Merci beaucoup Fabien. On va prendre quelques questions. Je retiens aussi que donc on a un problème climatique et une responsabilité. La décarbonation, c'est bon pour l'entreprise et bon pour les équipes. Et il y a des solutions concrètes à prendre dès demain, dès aujourd'hui. Et donc je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Il y a une question ici. Bonjour, merci beaucoup pour vos différentes prestations. C'était rassurant de voir donc, les projets avec des subventions claires, votre conscience que le secteur du bâtiment en fait, donc, a un impact direct sur la partie carbone. Et en fait, justement, moi, ma question, c'est en fait, donc, justement ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur en fait, donc, la réduction, la baisse du PIB d'ici en fait, donc, de 2100. Justement, c'est quelque chose d'inquiétant. Mais en fait, comment faites-vous pour convaincre les entreprises à passer à l'action maintenant pour en fait, donc, contribuer à ce changement, quoi. Oui, merci pour votre question. Ce qui convainc les entreprises, il y en a qui sont foncièrement convaincues et qui sont militantes, et c'est votre cas, et c'est très bien, c'est des pionnières, et en général, c'est celles qui, derrière, ont le plus de bénéfices, puisqu'elles l'ont fait tôt et elles l'ont fait rapidement. Et ensuite, aujourd'hui, pour celles qui sont un peu plus à la traîne, ce qui va les convaincre, c'est vraiment leur parler de risques et opportunités, business, en réalité, associés à leur activité. Donc typiquement les risques, ça va être les risques liés au climat, mais pas seulement, ça va aussi être les risques qu'on appelle de transition, liés au fait que justement les autres parties prenantes vont se mettre en marche sur le sujet de la décarbonation et vont avoir de plus en plus d'attentes envers les entreprises. Aujourd'hui, un des facteurs de pression principaux sur les entreprises, c'est les financeurs, c'est les banques et les investisseurs qui sont en train de demander aux entreprises de plus en plus de reporting et pour se rassurer en fait elles-mêmes sur la gestion de leurs propres risques lorsqu'elles financent des projets. Donc ça, c'est typiquement un des points qu'on discute avec les entreprises pour leur dire si demain vous voulez continuer à avoir accès à du financement et à du financement peu cher, vous avez intérêt à vous y mettre parce que de toute façon vos banques vont le demander. Et ensuite, il y a aussi d'autres parties prenantes. Il y a les clients qui sont en demande, alors plus dans certains secteurs que dans d'autres, mais globalement, ça commence à émerger un peu de partout. Les clients, les investisseurs, il y a la réglementation qui peut évoluer. Enfin, c'est vraiment ça. Moi, aujourd'hui, je parle presque plus des dégâts du changement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité avec mes clients. Je leur parle vraiment de risques et opportunités directement reliés à leur activité. Il y a une question derrière toi, je crois. Peut-être qu'on peut passer le micro. Il nous reste 1 minute. Et après, on pourra rester là pour des questions additionnelles. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je travaille justement à la Commission européenne et on sait qu'on a un gros sujet, c'est qu'actuellement, les mesures de décarbonation en Europe sont négatives pour notre base industrielle, notre compétitivité. Et en plus, elle ne fait en rien réduire les émissions carbone au niveau mondial. Par ailleurs, les entreprises qui ont des innovations performantes pour la décarbonation, la transition écologique et d'autres, ne se diffuse pas beaucoup. Et donc il y a un gros enjeu là pour avoir une solution complémentaire du système de quota carbone et du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce que ces deux solutions-là ne sont pas suffisantes pour inciter la décarbonation au niveau mondial et pour bien rendre positif la décarbonation de nos entreprises et notre dynamique de la base industrielle, de notre croissance, de nos finances publiques, du pouvoir d'achat des ménages.
Donc là, je ne sais pas si vous avez en tête, il y a une solution qui serait vraiment très positive là-dessus. Et ça sera vraiment bien utile qu'on en parle parce que ça sera vraiment bien important que ça avance. Merci beaucoup. Je vais venir vous voir aussi, on va venir vous voir. Et merci beaucoup de votre attention. Bon big à tous et bonne journée. Profitez bien. Merci. Juste une remarque. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai apporté quelques flyers avec une présentation de l'Innovation Fund, avec également quelques slides et les projets lauréats. Merci à tous les trois.